Bonjour mes petites elfes, et oui, je suis derrière l'écran pour vous présenter le beau, le fabuleux, l'unique, le merveilleux, qui est mon époux, Paul-Éric. C'est normal qu'ils disent tout ça, mais bon. Non, plus sérieusement, alors je dois avouer que je le prends par surprise. Il est exactement à peu près 19 heures. Voilà, je le prends totalement par surprise, donc les questions vont être spontanées. J'aime bien interviewer les personnes comme ça, parce que dans ma tête, je me suis dit, mais quand même, j'ai parlé de plusieurs métiers. Paul-Éric parle de temps en temps de son métier ici, là, quand vous lui posez des questions. Eh ben, il va parler de son beau et magnifique métier d'éducateur. Pardon, Isabelle, je suis désolé. En baillant, on sent que les ados déjà le... Non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 mais je plaisante. Donc voilà, je me suis dit que ce serait très passionnant. Alors, mon amour, déjà, C'est moi. voilà, c'est toi. Déjà, explique aux œuvres un petit peu ton enfance et comment tu es ensuite, après ton enfance, comment en es-tu venu au choix d'éducateur? Et après, je te poserai les questions au fur et à mesure. Donc, je suis du siècle précédent, n'est-ce pas? Mhm. Euh, un peu après le milieu du siècle, je suis né au moment où il y a eu beaucoup de chamboulements, quelques années avant mes 68, donc je ne suis pas un 68ard, heureusement, je m'en voudrais. Euh, pardon pour les 68ards qui sont raisonnables. Euh, Voilà, on était plusieurs et j'ai eu la chance de naître dans une ferme proche d'une agglomération assez grande, mais quand même en campagne. Donc au milieu des animaux, j'ai toujours eu chat, chien, parce que mes parents c'est l'élevage, donc patates, canards, poules, pigeons, lapins. Et évidemment, c'est la farine alimentaire arrivée dans des sacs en papier, ce qui fait que c'était indispensable d'avoir des chats et un chien pour pouvoir protéger au moins les sacs de farine et dans les bâtiments, les poussins quand ils arrivaient. Voilà. Ils sont tous à peu près de la même taille, mais ils sont de couleurs différentes et c'est très joli. Patate qui est un oiseau d'Afrique, je le rappelle. En passant. Voilà, donc j'ai vécu un petit peu au milieu de la nature, il y avait beaucoup moins, même si c'était le Gâtinais-Beauceron. Alors, il y a un paradoxe, quand on dit Gâtinais-Beauceron, une Gâtine est une terre pauvre, hein. Le nom est repris au Québec avec la ville de Gatineau, qui est effectivement une terre plus pauvre, qui s'oppose à la Beauce québécoise, dont la capitale est Saint-Georges-de-Beauce, qui est une terre beaucoup plus riche, donc on a la même chose, une Gâtine est une terre pauvre, donc le Gâtinais est une région pauvre. Il se trouve qu'il y a une partie du Gâtinais qui englobe Pithiviers, qu'on classe à la fois dans la Petite Beauce et dans le Gâtinais, et qui est donc une partie très riche. C'est un paradoxe, c'est pour ça qu'on l'appelle le Gâtinais-Beauceron. Donc les deux mots en opposition. Voilà. Mais il n'y avait pas trop de traitement et tout, donc j'ai eu la chance aussi de voir beaucoup d'animaux, des grosses sauterelles, etc. Désormais, beaucoup d'animaux qu'on voit plus maintenant, beaucoup d'oiseaux. Voilà, des petites mésanges bleues, jaunes. Les bleus, ça fait des années qu'on ne les voit plus. Alors c'est quelque chose d'important là que tu dis. Donc tu dis qu'aujourd'hui il y a des espèces que tu ne vois plus. Ah oui, oui, dans le Gâtinais-Beauceron, D'accord. où il y a énormément de traitements. Alors ça n'a rien à voir avec le débat, mais c'est quand même très fort là, je Comment trouve. voir? Ah oui, mes parents, Oui. ça fait bien Mm. 40 ans, 30-40 ans qu'ils se rendent compte. D'accord. Donc effectivement, les oiseaux sont rares. Les oiseaux sont rares, hein. Rouge-gorge, pinson, il y a une maison, je ne vois plus de mésange bleue du tout depuis des années. De temps en temps, on voit un jet, on voit plus de sauterelles, de grosses sauterelles. Il y a quelques petites, mais on en voit très peu. On voit plus d'orvées. On voit plus de. Il y avait deux types de lézards. Il y avait des petits lézards marrons et des lézards verts. On voit plus du tout de lézards verts. On voit plus de menthes religieuses, plus tout ça. Alors évidemment, vers l'Oris, tout ça, où on arrive vers la Sologne, donc c'est des terres beaucoup plus riches, à pas de traitement, tout ça c'est resté. Mais par chez moi, non. Voilà. Au niveau animaux plus gros, ben, c'est pareil, hein, les lièvres, les lapins, les perdrix, les faisans,
Donc on arrive à l'aberration, ils font des élevages où il est lâche et il faut lancer des chiens dessus pour tirer qu'il soit assez loin pour pas se blesser. Donc on est en pleine caricature. Voilà. Mais bon, moi j'ai vécu dans toutes ces années d'enfance avec beaucoup d'animaux naturels, dont mes parents, en particulier ma mère, nous montraient, hein, les petites alouettes qui font du surplace et tout. Beaucoup d'échanges avec mes frères et sœurs et avec mes parents, en particulier ma mère. Et une nature très 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 présente, avec en même temps plein de choses, c'est-à-dire que quand on avait un chat malade, on le menait chez le vétérinaire, hein. Il n'y avait pas les granulés, il n'y avait pas la sale nourriture qu'il y a maintenant, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas comme maintenant. Quand on avait une poule aveugle ou un canard aveugle, ils étaient privilégiés, donc toujours en même temps ce respect de la vie, hein, dans son ensemble, et de ceux qui sont les plus défavorisés en particulier. Voilà. Donc c'était pareil chez les humains. Alors une vie familiale très importante parce que j'ai la chance, j'avais que 3 oncles et tantes, pour la bonne raison que mon père n'a qu'un frère qui est marié qu'une sœur à ma mère. Donc la famille se retrouve condensée au niveau de ma famille maternelle. Et mes oncles et tantes étaient proches, mes grands-parents aussi. Donc une vie familiale intense. Et on est 12 cousins cousines au total, mais 6 de la génération de mes sœurs et 6 de ma génération. Donc on a une vie familiale où mes cousins cousines étaient des frères et sœurs en plus de mes frères et sœurs, très intenses. Là on se voyait souvent, on plaisantait, en grandissant on partait en vélo ensemble, on faisait tout un tas de choses, et avec des gens étonnants, c'est-à-dire le frère de mon père qui était... Mon père qui n'est pas dessous bricoleur, hein, vous lui demandez d'enfoncer une pointe, elle va être tordue. Donc c'est ma mère qui m'a appris à bricoler, qui est capable aussi bien de faire un vêtement, de la cuisine qu'un carrelage. Elle a dû apprendre. Par contre, j'ai le frère de mon père qui était non seulement bricoleur, mais un inventeur. C'est-à-dire, quand il a fait son élevage d'escargots à un moment, il a tout construit lui-même, tout électrifié, enfin bon, tout était distribué électriquement, il était passionnant. Vraiment 2 personnalités différentes, quoi. Alors, à ce niveau-là, opposé complètement. Donc c'était marrant. Donc je lançais mon oncle sur les bricolages et c'était passionnant. Mon autre oncle était bricoleur, mais pas inventeur pareil, mais bricoleur, organisé, et un intellectuel, c'est-à-dire que il a eu le certificat d'études, mais il a appris l'anglais par lui-même. Il a tous les bouquins d'Einstein, il les a décortiqués, il a refait tous les calculs. Il a inventé 2 méthodes pour le Rubik's Cube. Voilà. Donc étonnant. Toujours en train de chercher des nouvelles choses, de découvrir. 2 de mes oncles et tantes qui étaient vraiment des voyageurs. Il y en a un qui est parti avec sa caravane et ses enfants, qui a sillonné un peu toute l'Europe. Il est parti 2 années de suite, plus de 2 mois. Il a même pris des risques au niveau agricole, parce qu'il a tout centralisé, tout misé sur le maïs, absolument pas sur le blé, l'orge, etc. Et donc il a fait l'Europe du Sud à un moment, c'est-à-dire l'Italie, Grèce, Turquie, etc., Yougoslavie, et puis l'Europe du Nord, c'est-à-dire Belgique, Luxembourg, Hollande, Danemark, Suède, Norvège, Finlande. Voilà. Donc il a vraiment donc ces 2 années, et puis après il a fait d'autres choses, donc il a fait des diapositives et tout. Mais les autres oncles et tantes avaient plus de moyens, ils partaient en voyage organisé, donc eux, ils ont fait tous les continents et on avait droit au film à chaque fois, donc c'était passionnant. Donc beaucoup d'ouverture sur l'extérieur, beaucoup de joie de vivre, des grands-parents qui chérissaient leurs petits-enfants. Hein, les parents de ma mère étaient des gens extrêmement aimants. Les 4 enfants d'ailleurs ont toujours témoigné, il en reste plus que 2, mais ils ont toujours témoigné qu'ils n'ont jamais vu leurs parents se manquer de respect ou se fâcher. Donc vraiment énormément d'amour, mais d'amour de liberté, aucun sujet tabou, quelque chose de vraiment très équilibrant et très joyeux. Voilà. Et comment est venu alors ce goût, cette envie, cette passion chez toi des adolescents? Oh, des adolescents ou des gens en difficulté, Ou des personnes en difficulté. je crois que c'est venu tout le temps. C'est-à-dire, je me souviens pas ne pas avoir cru en Dieu ou avoir douté de l'existence en Dieu.
Ça, ma mère a été formidable parce qu'on en discutait, mais elle nous a fait vivre les valeurs de l'évangile. Donc évidemment, ça remplace tout discours. Je vous rappelle, en pédagogie, en psychologie, ce truc, la parole, ça a un impact de 10% sur les personnes auxquelles vous vous adressez. Et l'exemple, la façon dont vous vivez, le modèle que vous montrez, ça représente 40% d'influence. D'où les parents, si vous mettez en accord vos mots et votre façon de vivre, évidemment, vous avez un impact de 50%. Vous êtes, autrement dit, vous êtes très crédible. Mais dire et faire le contraire, évidemment, sachant que l'impact du modèle est 4 fois plus important que les mots, donc vous voyez ce que vos enfants vont faire. Donc c'est la foi qui t'a donné envie Alors la foi, parce que voilà, ces valeurs et tout, parce que pour moi le caté c'était passionnant. D'abord on était nombreux, et puis il y avait des récréations et tout, c'était génial. Et puis cette fois où le plus démuni, on ne l'abandonne pas, on ne le critique pas. On cherche à comprendre. Moi j'ai été élevé dans mon éducation, il y a une règle de base. Tout a une raison. Mais alors ça a dû être très compliqué parce que tu as dû voir que partout ailleurs c'était pas comme ça. Oui, mais ça je l'ai compris bien plus tard. Et ça t'a fait quoi? Je me suis dirigé vers le suicide. D'accord. Je n'arrivais pas À comprendre. à comprendre ça. Ça me dépassait. Ça me dépassait tellement que je commençais à sombrer profondément. Et c'est là où j'ai trouvé la solution. Faire tout ce que je peux dans ma vie de tous les jours ou dans mon métier pour montrer aux gens qu'il y a autre chose qui existe que ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui a été l'élément concret qui t'a montré que c'était pas partout pareil? Que l'éducation que tu as eue de respect, etc., c'est quoi l'exemple que tu peux donner à nos elfes et qui t'a choqué, où tu te dis, mais là, il y a quelque chose de pas normal? C'est quand j'étais pion, maintenant on parle d'assistant éducateur, ce qui est une aberration. Parce que c'est pas le même métier. Le mot éducateur est autre chose. C'est le problème où en France, chaque grande structure a tout. C'est-à-dire que l'éducation nationale, ce qui est une aberration, parce qu'en fait ils ne sont pas là pour éduquer mais pour instruire, donc ils devraient s'appeler l'instruction nationale. Ça n'a rien à voir avec l'éducation spécialisée. Même si par leur modèle, leur exemple, leur contact, les profs ont une valeur d'exemple. Voilà, quelque part éducative. Mais bon, ils sont là pour instruire avant tout. Ils ont leurs propres infirmières, leurs médecins scolaires. Enfin bon, c'est du délire. Et maintenant, assistant éducateur et tout. Alors qu'au Québec, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de l'école, etc. Et c'est les centres jeunesse, donc éducation spécialisée, etc., qui s'occupent d'envoyer des éducateurs et tout. Donc les choses sont claires. Voilà. En France, rien n'est clair, donc ça donne des choses qui sont à moitié faites. Voilà. C'est vraiment nul. Si on confie à chacun son rôle qu'il a au départ, mais l'éducation nationale ne peut pas faire tous les rôles. Voilà. Donc on est en plein délire. Voilà. Enfin bon, toujours est-il que... C'est en tant que pion. J'étais pion, et parce que j'avais repris mes études après avoir été ambulancier, et j'avais fait ça à l'armée. Donc... et j'ai voulu faire dans le civil, donc c'est là que j'ai côtoyé mes premiers morts, mes premiers déliriums et tout, donc ce qui m'a fait énormément avancer. J'ai compris que le mot maladie commençait par le mot mal, donc l'origine, maladie. Ça m'a encouragé à me battre pour essayer de tout faire pour que les gens souffrent moins, etc. Et puis après, j'ai repris mes études rapidement. J'avais fait le tour en peu de temps. Je ne pouvais pas être ambulancier du SAMU parce que j'ai attendu des années où je pouvais être pistonné, mais pour un SAMU privé. Donc c'était les conditions de travail que j'avais. 12 heures de travail par jour, 24 heures tous les 2 jours. C'était pas... Bon, enfin bref. Et j'ai repris mes études à l'université, les maths, c'est chose qui m'intéressait. Et pour financer mes études, j'ai été pion en même temps. Le problème, c'est que j'étais surveillant d'externat, même si je faisais de l'internat, et il y avait une limite d'âge pour surveillant d'externat qu'il n'y avait pas pour maître d'internat. Donc, comme j'ai repris mes études à 27 ans, j'ai dû arrêter j'ai plus pu être pion à 29, ça a été compliqué, mais je l'ai été 3 ans.
Et dans un lycée technique, qui existe toujours, l'internat était le plus gros bâtiment de Sir Édouard Pailleron qui existait à l'époque encore en France. Édouard Pailleron est un CES à l'époque qui a brûlé en quelques minutes. Les préfabriqués, aucune résistance au feu. Alors, il y a eu peu de victimes parce que c'était le soir, voilà, après 20h, mais on imagine la journée. Donc moi je savais que comme j'avais des terminales et puis après j'avais eu des secondes et j'étais en haut, j'aurais jamais eu le temps de descendre. Voilà. Donc il y avait 280 internes, c'était des dortoirs de 40, c'était assez intéressant et c'était des études de 40. Et donc outre la gestion d'un groupe qu'il m'a fallu apprendre, j'ai découvert aussi toute mon éducation était là, m'aider, parce que des jeunes qui vivaient pas la même chose, et qui étaient profondément blessés, etc. Et ça m'a... Donc c'est là que j'ai décidé, effectivement, que j'ai trouvé la solution de faire tout ce que je pouvais faire, à commencer par mon boulot de pion, leur faire vivre autre chose. C'est vrai que ça a été passionnant que les jeunes vivaient autrement avec moi, et que quand j'ai demandé à faire une année de plus, on pouvait. J'ai pas vu la lettre que le proviseur a fait, mais il paraît que c'est les CPE qui m'avaient dit que le proviseur avait fait une lettre élogieux. Ils disaient jamais vu une telle lettre. Ben, je dis j'aurais bien aimé la lire. Je l'ai pas lu. Bon, j'ai pas pu la lire. Et j'ai complètement axé ça sur la pédagogie, la compréhension, le fonctionnement de groupe avec des petits groupes à l'intérieur, des petits groupes qui étaient doubles, qui étaient liés au... Chaque classe, un dortoir était fait de plusieurs classes, donc chaque classe, il y avait un certain nombre d'élèves qui variaient, donc ils formaient un petit groupe, et il y avait des petits groupes composés de copains en dehors, donc c'était très intéressant, toutes ces interactions. Et c'était très riche, donc avec des systèmes, par exemple, au mois de juin, quand les épreuves du bac commençaient, parce qu'il y avait des épreuves techniques, donc c'était pas forcément les mêmes dates que le bac général, oui, Mathéo. Donc il y avait des profs qui étaient pris pour le bac, et à ce moment-là j'ai trouvé les secondes n'avaient plus rien à faire, donc il y en avait qui avaient moins de cours, donc il n'y avait pas de travail, il y en avait qui avaient toujours du travail. Donc en fait, comme j'avais déjà depuis quelques années commencé ma collection de BD, donc j'avais une vingtaine de bandes dessinées, et mon étude était calme, parce que ceux qui n'avaient pas de travail lisaient les BD, et ceux qui avaient du travail se dépêchaient de le faire pour lire les BD. Alors, j'ai jamais eu aucune BD abîmée, le message était clair. Si, pour une raison X, une BD était abîmée, ce qui peut arriver, sans qu'on le fasse exprès, loin de là, par accident ou autre chose, je voulais pas le savoir, ils m'en ramenaient une neuve, ça m'intéressait pas de le savoir. Donc, je sais pas si mon ont abîmé, je sais que moi, j'ai jamais récupéré une BD abîmée. Donc après, il y avait tout le travail, leur prêter pendant le week-end, etc. C'était celui qui irait chercher les BD, donc ils étaient dans mon sac sur le dessus, mais dans ma voiture. Donc il y avait la confiance, passer les clés, etc. Donc il y avait tout un travail avec ça. Ah oui, pour des jeunes en qui on faisait peut-être pas confiance ou qui connaissaient pas ça, tout à coup, toi qui leur disais, bah tiens, va chercher la BD dans ma voiture, tu donnes les clés. Oui, en effet, ça doit être très choquant même, enfin très... Voilà. Ouais, c'est cet acte de confiance en se disant, tiens, Voilà, donc leur laisser, le pion me file la clé de sa voiture, leur laisser la BD pour le week-end et tout. week-end, etc. Donc c'était intéressant. Alors je m'en servais pour des sanctions. Mes sanctions étaient... Je me suis fâché 3 fois en 3 ans. Et c'était vraiment le silence dans mon étude. Je laissais rien passer. Mais je donnais des sanctions, donc c'était terrible pour eux, parce que c'était fait sur 3 semaines. La sanction, ils l'avaient la semaine suivante. C'était un devoir de maths que j'avais préparé. Ils avaient une semaine pour me le faire, ils me le ramenaient. Et ensuite, je ramenais la correction, et suivant le nombre de fois où ils s'étaient trompés, ils avaient la correction me copiée de 1 à 5 fois. Donc c'était casse-pied. Alors quand je leur donnais des BD, original comme sanction, vous me résumez la BD. Mais enfin, Paul-Éric, tu vas en écrire plus que ce qu'il y a d'écrit. C'est justement ça l'intérêt. Je
je veux que tu me détailles, voilà, tu vas me résumer. Donc il m'a ramené, effectivement, il y avait 3 fois plus d'écrits que ce qui était écrit dans la BD. Donc c'était très drôle. Et comment t'as passé le cap de te dire, bon, bah maintenant, je passe à du concret, je passe mon diplôme. Je veux être éducateur spécialisé. Et pourquoi vers cette section que, exemple, éducateur de famille ou de rue ou pour handicapés ou voilà. Alors, c'est vraiment le boulot de pion qui m'a donné envie d'être éducateur. Mhm. Et mais j'ai continué dans les maths, donc je suis niveau de GA2, hein, mathématiques. J'ai pas fini parce que, après avoir été pion, en fait, on décomposait les années à l'époque, hein, parce que j'étais quand même, je passais 2 jours et demi, je crois, au lycée, par D'accord. semaine, donc la Ouais. moitié du temps. Voilà. Je loupais beaucoup de cours, etc. Donc, voilà. Donc on pouvait décomposer et après, quand j'ai plus pu être pion, c'était difficile parce que je travaillais avec les personnes âgées, j'allais la journée en cours, mais ça a été assez compliqué, donc j'ai pas terminé ma deuxième année. Voilà. Parce que j'ai bifurqué sur le social. Donc en étant pion et tout, j'ai fait de l'animation en même temps, pendant les vacances, avec des petits, des ados, très intéressant d'ailleurs, aussi bien dans des colos qu'à l'intérieur, pour des communes. Et les colos, c'était intéressant parce que l'association où on était, il fallait tout créer. Donc, monter entièrement le projet, donc ça, c'était passionnant. Trouver l'équipe, les jeunes, enfin bon, tout. Et avec des petits, c'est-à-dire des 7-11 ans, comme avec des ados, c'est-à-dire des 15-18, je crois. Ouais. Et des 15-17. Enfin voilà. Donc j'ai fait tout ça, j'ai passé les diplômes, le BAFA, le BAFD, ça existe toujours. Mhm. Et brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Et ça m'a vraiment motivé pour être éducateur. Donc j'ai commencé à passer les concours. J'ai passé mon premier concours à l'établissement d'Orléans, qui est peut-être la seule en France où c'est pas une IRTS, c'est-à-dire un institut régional du travail social où vous êtes considéré comme étudiant, mais une ERTS, une école régionale du travail social. Donc vous n'avez pas le statut d'étudiant, c'est beaucoup plus compliqué. L'IRTS étant un tour, je ne sais pas pourquoi, parce que quand on voit D'accord. les régions où il y en a plusieurs, comme par exemple à l'époque le Nord-Pas-de-Calais, il y avait des IRTS dans chaque département, moi finalement là je sais pas, enfin bref. Et en fait il s'est avéré que par rapport à mon expérience où j'avais après l'université, donc oui, j'ai oublié de dire, je suis allé travailler chez le Père Guy Gilbert pour avoir une autre expérience. Donc là c'était des délinquants, donc j'avais mes jeunes lycéens, j'ai fait du bénévolat en tant que pion avec un jeune toxicomane, mon premier jeune, qui était alcoolique et tout à 15 ans, donc j'étais un peu vert. Et on y arrivait, je suis tombé dans tous les panneaux, mais on y arrivait. Donc j'ai voulu travailler avec le Père Guy Gilbert, donc là des jeunes hyper violents, jeunes assassins et tout. C'est là que je travaille avec mon premier jeune pédophile mineur, mon premier jeune criminel, etc. Et donc faire la formation. Donc j'ai passé le premier concours à Orléans, qui était 2 épreuves écrites et une orale, je crois. J'ai reçu l'écrit, j'ai loupé l'oral parce que Orléans était très fermé à la toxicomanie à ce moment-là. Ah oui? Et ça n'a pas passé. Ah d'accord. Donc je suis allé à Lille pour avoir moins de problèmes, puisque là, le département du Nord n'a jamais nié le problème de toxicomanie, ils sont tellement confrontés. Là, c'était une épreuve écrite, 2 orales, mais j'ai loupé la première fois parce que l'épreuve écrite est une épreuve de synthèse. C'est un exercice qu'on ne faisait pas à l'époque au lycée. On voyait résumé, discussions, commentaires et dissertations, mais pas l'exercice de synthèse. D'accord. Donc, je me suis planté. Et donc la deuxième année, je l'ai eu. Alors deux épreuves orales intéressantes, une épreuve avec un psy, une épreuve avec un éducateur. Donc avec l'éducateur, j'ai parlé de mon expérience avec le Père Guy Gilbert, les jeunes violents. Et avec le psy, j'ai parlé de mon expérience avec les toxicomanes, puisque les toxicomanes ont l'art de couper les cheveux en 24. C'est clair. Donc voilà, donc ce qui fait que j'ai eu le concours. J'ai décalé d'1 an pour pouvoir travailler plus d'1 an chez le Père Guy Gilbert.
Et en fait, j'ai fait plus de 3 ans chez Perg et Gilbert, donc j'ai dû repasser le concours que j'ai eu une deuxième fois. D'accord. Voilà. Ah. Et donc là, j'étais dans les 120 premiers, parce qu'ils prennent les 120 premiers, sur 2000 au départ. Donc c'était intéressant. Et donc j'ai fait ma formation à Lille, voilà, que j'ai arrêté fin mars, quelques semaines avant le diplôme, pour des raisons financières. Donc j'avais déjà fait j'avais fait tous les stages et tous les cours, donc l'école m'a fait un papier, et comme j'avais fait mon stage de 4 mois au Québec et qu'il m'a proposé de travailler là-bas, ce que j'ai accepté, et qu'à l'époque le diplôme français n'était pas reconnu, c'était pas gênant que je l'ai pas. Donc c'est comme ça que je suis parti directement au Québec. J'ai tenu parole, et le directeur de l'établissement aussi. Donc j'étais au Québec, et il y a eu la VAE qui est apparue pendant ce temps-là. Donc j'ai passé mon diplôme en VAE. J'ai commencé à faire les dossiers au Québec, et j'ai terminé en France. Donc j'ai donc passé à l'Académie de Lille. D'accord. Voilà. Alors, on va passer à la partie 2. Alors, je réponds encore à ta question. Oui. Pourquoi j'ai choisi les délinquants, les toxicomanes, et pas... Ah ben bonjour Théo. Et pas... Oui, mon Calypso. Viens, mon cow-boy. Viens, mon Mimi. Voilà. Viens, mon petit. Waouh. Viens, mon Mimi. Pourquoi j'ai pris les délinquants, pas les handicapés, etc. Parce que c'est vers eux que je me sens porté. À travers mon travail de surveillant, donc il y avait beaucoup de problèmes d'alcoolisme, etc. Donc chez les jeunes, donc voilà. Et puis j'avais été ambulancier, donc je connaissais un petit peu le milieu de maladie. D'accord. Et c'est vraiment autre chose vers lequel je me destinais. Que tu voulais faire. Vu que l'accompagnement de mon premier toxicomane, même si c'était un toxicomane lourd, avait réussi. Hein, j'ai été aidé par un médecin et d'autres personnes, un psy, etc. Ça, je ne l'ai pas fait tout seul. Et puis, mon travail chez le Père Guy Gilbert m'a confirmé que c'était ce type de public-là qui m'intéressait. Alors que je me suis battu une fois dans ma vie, j'avais 10 ans, j'ai vu que c'était pas mon truc, donc j'ai cessé. Et je suis quelqu'un qui privilégie le dialogue et tout. Donc c'est vrai que découvrir le milieu de la violence, de l'hyperviolence, etc., ça a été très enrichissant. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé avec ce public-là chez Père Gilbert au Québec. Mon retour en France a été très compliqué. Bon, on va en parler justement. Voilà. Alors, il a été très compliqué. Je suis revenu par rapport à l'âge de mes parents. J'aurais dû rester au Québec. Et c'était très compliqué parce que le social avait beaucoup dérivé, s'écroulait déjà beaucoup. Donc, ça a été très compliqué. C'est-à-dire, si au Québec, l'objectif, il y en a un seul, c'est que le jeune s'en sorte. S'il n'y a aucune méthode qui marche, il faut en inventer. C'est comme pour ça d'ailleurs que dans chaque région, chaque année, il y a l'équipe la plus innovante du social qui est récompensée. En France, c'est exactement l'inverse. Hein. Non, on ne bouge pas, c'est que ça fonctionne comme ça, on va pas. J'ai travaillé dans diverses structures, notamment une structure de la PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui dépend du ministère de la Justice. Ben là, on tournait à 100% d'échecs. Ils ont bien fait de la fermer. Donc, ça m'a beaucoup démoli. Hein. C'est là aussi que j'ai eu mon premier burn-out. Qui n'a pas pu être soigné, ce qui a aidé à avoir le deuxième d'ailleurs. C'est pour ça que le deuxième est aussi corsé. Donc voilà, ça a été très compliqué à tel point qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus travailler dans le social en France parce qu'il aurait fallu que j'aille sur Paris ou beaucoup plus loin. Et ça devenait compliqué par rapport à mon âge, etc. D'où le souhait de retourner au Québec où il y a une exigence qui n'est pas la même qu'en France. De réussite et tout, et qui est quand même le jeune avant tout. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi j'ai vu des réunions où sur 2 heures de réunion, on parlait avant tout des salaires, des machins, des trucs, on n'avait pas le temps de parler des jeunes. Voilà. Donc voilà, en gros. D'accord. Eh ben on passe à la partie 2 pour d'autres questions. On vous dit à tout de suite avec le Chocoboy. Bisous mes elfes, à tout de suite.